Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, bonsoir, bienvenue à ce qui doit être le 5e bloc des cours du collège de la chaire Théorie économique et organisation sociale pour cette année. Et la séance d'aujourd'hui va être la dernière séance que nous allons consacrer à ce que on pourrait appeler les incitations, la conception des mécanismes, le choix social, donc qui a fait l'objet de toute la première partie. J'y reviendrai sans doute dans la dernière séance en conclusion. Je redirai un petit peu quelques mots là-dessus. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent un petit peu sur les mécanismes incitatifs et biens privés. La fois dernière, en particulier avec Martin Helvig, on a parlé de biens collectifs. J'y reviendrai un petit peu en conclusion parce que j'aimerais bien faire le point là-dessus, mais aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment le temps. Donc, on va parler essentiellement de biens privés avec en arrière-plan le débat entre Oscar Lange et Friedrich von Hayek sur les mérites du marché contre la planification. Hayek soutenant que, évidemment, le marché est un extraordinaire processeur d'informations et Lange suggérant que le planificateur pourrait normalement faire aussi bien. Donc ça restera un petit peu à l'arrière-plan de nos discussions aujourd'hui. Cette discussion va être un peu technique, en tout cas dans la première partie, parce que je voudrais vous faire comprendre un point qui s'appelle, dans la littérature technique, ça s'appelle le théorème de Meyerson-Satterthwaite. Et ce théorème, ou le modèle que considère Meyerson et Satterthwaite, est un modèle dans lequel il y a le modèle le plus élémentaire possible, un modèle d'échange le plus élémentaire possible. Il y a un vendeur, il y a un acheteur, et dans un certain nombre de cas, il y a des échanges mutuellement avantageux pour la vendeur et l'acheteur. Et la question est de savoir si on peut concrétiser, mettre en place, implémenter, si j'emploie du franglais, ces échanges mutuellement avantageux avec des mécanismes. Donc la question qu'on se pose, c'est... Alors, est-ce que c'est le point de vue du planificateur? Est-ce que je me prends du point de vue de Lange ou de Hayek? C'est pas clair. Je suis à un niveau d'abstraction dans lequel je serais susceptible d'interpréter ce que je vais analyser en termes de mécanismes plutôt de marché ou mécanismes plutôt de planification. Alors mon problème, c'est qu'il y a un objet, et il y a un vendeur et un acheteur. Alors le vendeur, en quel sens est-il le vendeur? C'est-à-dire que l'objet a pour lui une valeur que j'appelle θ de 2, qui appartient à un ensemble que j'appelle grand θ de 2, et qui en fait cet ensemble est dans 0, 2. C'est-à-dire que la valeur qu'a pour le vendeur l'objet est quelque chose qui est dans 0, 2, qui est choisi au hasard dans 0, 2, et évidemment, ça c'est une information privée pour le vendeur. Et l'acheteur, lui, il est acheteur au sens suivant, où la valeur qu'a pour lui l'objet est comprise dans 1, 3. Donc, vous voyez, il y a toute une série de réalisations des valeurs privées des agents pour lesquelles il y a une certaine ambiguïté, pour lequel si par exemple l'acheteur est prêt à payer 3 et le vendeur n'a une valeur que 0, il est évident qu'il doit y avoir échange. Par contre, dans l'intervalle 1-2, il se peut que ce soit le vendeur qui ait la valuation la plus élevée, ou que ce soit l'acheteur, ou vice-versa. Et donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'échange. Donc, il s'agissait de concrétiser l'échange efficace. Le point de vue, je prends plutôt de planificateur, au sens où ce que j'ai à faire ici est très semblable à ce qu'on a étudié lorsqu'on s'est interrogé sur les enchères. Il y a des objets qui ont des valeurs pour les gens, mais maintenant, je ne le donne pas au plus offrant, je le donne à celui pour qui il a plus de valeur que l'autre. Ça ressemble quand même un peu.
Et donc la forme développée du mécanisme d'incitation qu'on va regarder, alors on va prendre d'abord des mécanismes d'incitation en ce qu'on va appeler la concrétisation en âge bayésien, c'est-à-dire où chaque agent connaît son information et a une compréhension statistique juste de qui peut être l'autre, mais ne le connaît pas. Et donc la forme développée de ma concrétisation, c'est d'abord la donnée d'une certaine probabilité qui dépend de θ de 1 et de θ de 2, probabilité que l'objet soit échangé lorsque monsieur 1 est θ de 1, monsieur 2 est θ de 2. Eh bien, je veux que cette probabilité, ce que je veux mettre en place, c'est que cette probabilité soit égale à 1 si θ de 1, la valeur pour l'acheteur, est supérieure à θ de 2, la valeur pour le vendeur. Donc je veux qu'il y ait échange efficace. Donc l'acheteur vend si et seulement si, le vendeur vend si et seulement si, il y a des gains à l'échange. Et pour ça, qu'est-ce que je veux faire ? Je sais que la manière la plus abstraite, la plus générale pour regarder ça, c'est essayer de trouver une fonction que j'appelle t de θ de 1 et de θ de 2, telle que petit t, qui sera un transfert, qui va du vendeur, qui va de l'acheteur, vers le vendeur, et tel que il dépend des annonces que font les autres, et je voudrais que je construise la fonction P, elle m'est donnée, je l'échange efficace. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux construire une fonction T, qui est le transfert en fonction des réponses θ de 1 et θ de 2, qui incite les agents à dire la vérité, étant donné la règle d'allocation, et qui incite à dire les gens la vérité. Et je ne fais pas d'hypothèse sur T. A priori, on peut parfaitement imaginer que je fasse un transfert positif de l'acheteur vers le vendeur, même quand il n'y a pas de transaction. Je ne suis pas à ce niveau contraint. Ce que je vais mettre comme hypothèse, c'est que je veux que, évidemment, ce soit un mécanisme, c'est-à-dire que c'est un mécanisme direct. Je veux qu'il incite à dire la vérité. Je sais qu'en âge bayésien, tous les mécanismes je peux me réduire à des mécanismes qui incitent à dire la vérité, au mécanisme direct révélateur. Donc je veux un mécanisme direct révélateur qui concrétise l'échange efficace. Et j'ai une autre exigence. Je veux qu'il incite à la participation une fois que les gens savent qui ils sont. J'aurais pas beaucoup de mal à les inciter à participer si c'était derrière le voile de l'ignorance, quand ils ne savent pas qui ils sont. Maintenant, je veux qu'ils participent quand ils savent qui ils sont. Et la réponse à cette question, eh bien, il n'existe pas de mécanisme âge bayésien qui concrétise l'échange efficace et engendre la participation quand on doit participer. Alors la participation, je l'appelle intérim, parce que c'est au moment où les agents ont l'information sur eux-mêmes et pas sur les autres qu'ils doivent décider de participer. Donc, à cette question, il y a une réponse négative. Ça n'existe pas. On ne peut pas trouver de mécanisme qui concrétise l'échange efficace, c'est-à-dire qui conduit les gens à dire la vérité lorsque je leur demande qui ils sont, à allouer l'objet à celui qui le désire le plus, et qui conduise les gens à participer. Donc, c'est un résultat négatif. L'échange spontané en information asymétrique, ça marche pas d'une certaine manière. Je peux pas l'organiser de telle sorte qu'il marche. Et c'est général. Alors je vais conduire l'analyse. Je vais vous montrer l'analyse parce que c'est assez joli. C'est un problème assez compliqué comme problème analytique algébrique. Je vais vous donner une solution qui me semble assez simple. Enfin, je vais là et qui me semble assez générale aussi, mais elle n'est pas tout à fait. Donc je vais faire. Il y a deux agents. Et je vais supposer, alors c'est l'hypothèse de simplification, c'est que les distributions des caractéristiques sont uniformes. C'est-à-dire que l'agent qui est vendeur a une valeur pour l'objet qui est distribuée uniformément sur 0,2, celui qui est acheteur a une valeur sur l'objet qui est distribuée uniformément sur 0,3. Et ce que je vais faire à partir de la forme, en quelque sorte extensive, je vais construire, comme j'avais fait dans les enchères, je vous avais montré qu'il y avait une théorie pour construire la forme réduite. C'est-à-dire qu'à petit p, la fonction qui détermine si l'échange a lieu ou pas, j'associe grand P, qui va être la fonction qui va me dire, en fonction de ma réponse, quelle est la probabilité que l'échange se fasse, étant donné que je ne sais pas qui est l'autre, étant donné que l'autre va dire la vérité, mais je ne sais pas qui il est. Et je vais aussi associer la fonction grand T, qui me dit, étant donné que je suis θ, combien, et que je ne sais pas qui est l'autre,
que l'échange aura lieu selon les règles qui sont données, c'est-à-dire avec un certain transfert dépendant des réponses des deux agents, combien j'aurai en espérance. Évidemment, pour ma décision, savoir si je dois dire la vérité ou pas, c'est les deux seules fonctions qui comptent. C'est la forme réduite du jeu, c'est pas la forme extensive. Alors, on va voir... Donc, les distributions de caractéristiques sont uniformes. Donc, voilà, le vendeur, la valeur pour lui de l'objet est une variable aléatoire, donc, uniformément répartie sur 0,2, et la valeur pour l'acheteur, c'est en ce sens il est l'acheteur, c'est plus souvent lui qui le désire le plus, est une variable aléatoire uniformément répartie sur 1,3. Maintenant, l'acheteur, quel est son bien-être? Son bien-être, c'est θ, la valeur qu'a l'objet pour lui. P, alors là, je me mets dans la forme réduite, c'est la probabilité avec laquelle il obtient l'objet. Ça, c'est son bien-être quand il dit qui il est, il choisit de dire qui il veut. Moins grand T, c'est ce qu'il va payer en espérance lorsqu'il dit qui il est. Le vendeur, c'est la même chose, sauf que il perd l'objet, donc il y a une valeur θ pour lui, c'est pas le même θ que l'autre, bien sûr. Moins θ P, plus grand T. Donc la forme réduite de l'utilité pour l'acheteur et le vendeur sont extrêmement simples, elles sont d'ailleurs extrêmement semblables. Alors maintenant, quelle est la forme réduite de l'allocation optimale pour l'acheteur? C'est-à-dire, qu'est-ce que dans ce jeu, tel que je l'ai défini, quelle est la probabilité que l'acheteur obtienne l'objet en fonction de ce qu'il annonce, compte tenu du fait que l'autre annonce la vérité et qu'on joue la règle du jeu? C'est facile à calculer. Si θ est plus grand que 2, je suis l'acheteur, si θ est plus grand que 2, si l'autre annonce la vérité, il aura un θ plus faible que 2, donc j'aurai l'objet avec probabilité 1. Donc la règle, quand θ est plus grand que 2, la probabilité que j'ai l'objet est égale à 1, lorsque j'annonce quelque chose supérieur à 2. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qui se passe lorsque mon θ va être compris entre 1 et 1,5? Imaginons que je sois l'acheteur et que mon θ soit égal à 1,5. Étant donné la règle, étant donné que je ne sais pas qui est le vendeur, j'ai une chance sur 2 d'avoir l'objet, puisqu'il y a une chance sur 2 qu'il me soit le plus utile. Donc ici, en θ égale 1, qui est le plus bas dans ma fourchette de prix auquel je consens, j'ai probabilité 1,5, puis entre θ égale 1 et θ égale 2, cette probabilité s'accroît. Plus mon θ est proche de 2, plus la probabilité que j'ai l'objet est proche de 1, puis elle devient égale à 1 ici. Donc, moi, de mon point de vue, je voudrais donc la fonction grand P, la forme réduite associée à ma forme extensive qui donne l'objet au plus efficace, c'est cette forme-là. C'est une fonction qui part de 1,5, qui va jusqu'à 1, qui reste constante. Mais étant donné cette fonction, alors là, c'est comme dans les enchères, c'était la partie la plus abstraite que je vais enseigner les enchères, on est capable de calculer l'espérance du transfert en fonction de ma réponse, qui m'incitera à dire la vérité. Pourquoi? Simplement parce qu'elle doit vérifier ce qu'on appelle la contrainte d'incitation. Si je suis vraiment θ, et puis je regarde, admettons que je dise la vérité, puis admettons que je dévie un petit peu. Si je dévie un petit peu, quel ça va être l'effet sur mon bien-être? Ça va être θ, multiplié par la modification de la probabilité que j'ai l'objet. Là, je suis autour de la vérité. C'est juste ça. Donc, ma modification de bien-être, c'est θ, la vraie valeur de l'objet, multiplié par la probabilité que j'ai l'objet, le changement de probabilité que j'ai l'objet, si je modifie ma réponse très près de la vérité. Moins, évidemment, l'espérance, moins dt sur dθ, qui est l'espérance du transfert, ça va changer le transfert si je change ma réponse. Et ça va être égal à 0, c'est la condition que la vérité est une meilleure réponse. Et ça, c'est très facile à intégrer, parce que vous voyez que dans la zone qui est ici, dp sur dθ, c'est simplement 1,5. Vous regardez cette formule, la probabilité ici, c'est 1,5. dp sur dθ, c'est simplement un nombre égal à 1,5. Donc l'équation différentielle, c'est dt sur dθ égale 1,5 θ. L'intégrale, il y a un quart de θ au carré. Et si vous regardez l'intégrale, vous l'écrivez sans aucune difficulté. Il faut mettre moins un quart ici, plus un quart de θ au carré. Donc la forme de mon paiement espéré, pour que ça fonctionne, pour que ce jeu fonctionne, il faut qu'elle soit comme ça. Il faut qu'elle suive donc la courbe qui est d'ici, avec un quart de θ2 ici. Ça reste constant ici.
Que ça reste constant ici, c'est pas étonnant, hein, parce que si mon transfert variait lorsque θ est plus grand que 2, ben naturellement, je dirais toujours, je ne dirais jamais la vérité, hein, je dirais toujours que j'ai 2 au maximum. Donc là, c'est pas surprenant. Que ce soit comme ça aussi, ben, c'est la logique, c'est vraiment exactement comme dans les enchères, c'est exactement la même logique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la contrainte de participation ? Si j'avais que ça, je m'en tirerais. Mais j'ai la contrainte de participation. La contrainte de participation, cette fonction θ, en toute rigueur, elle est définie à une constante près. La seule chose qui compte, c'est comment elle varie lorsque je change mes réponses. Donc la contrainte de participation, elle va me dire, elle ne part pas de n'importe où. Et précisément, elle va me dire que le transfert à l'acheteur, s'il a 1, donc je mets du point de vue de l'acheteur, alors là je l'appelle petit a plutôt que 1 et 2, c'est très maladroit, je m'excuse, mais imaginons que je sois l'acheteur. Donc là on est du point de vue de l'acheteur, et imaginons que ma valeur, ce soit 1. Bon. Pour que je participe, quel est le maximum de transfert espéré que je peux faire ? Ben, je dis, quand je suis ici, si je dis la vérité, j'ai l'objet avec probabilité 1,5. Donc ce que je gagne en étant dans le jeu, en disant la vérité, c'est 1,5, puisqu'il vaut 1 pour moi. Dans ce cas-là, on ne peut pas me demander de payer en espérance plus de 1,5. Sinon, je ne participerai pas, au moindre, je ne participerai pas quand je tiendrai pas beaucoup, quand je tiendrai pas beaucoup à l'objet. Donc il faut que le transfert qu'on me demande en espérance soit plus petit que 1,5 lorsque ma vraie valeur est A, et 1. Alors on peut faire le même raisonnement pour le vendeur. Alors c'est exactement le même raisonnement, je ne vais peut-être pas le refaire dans le détail. Le vendeur, il a une fonction de... Alors le vendeur, lui, il est ici, hein. Donc il a son θ entre 0 et 2. Il a une fonction d'utilité qui est de la même forme, mais il y a des moins et des plus qui transforment, puisqu'il perd l'objet quand l'autre le gagne et il obtient le transfert quand l'autre le perd. Hein. Et donc quelle est la forme réduite de l'allocation optimale pour le vendeur ? Eh bien c'est ce qui est ici, c'est-à-dire que quand son θ est plus petit que 1, ben, l'efficacité implique qu'il perd de l'objet avec probabilité 1, c'est-à-dire la probabilité est égale à 1, et puis quand son θ bouge entre 1 et 2, hein, eh bien quand il vaut 2, il perd l'objet avec probabilité 1,5, et quand il est très près de 1, ben, il le perd avec une probabilité qui décroît entre 1 et 2, qui décroît avec la pente moins 1,5. C'est-à-dire la probabilité de la probabilité de l'attribution de l'objet à l'acheteur en fonction des caractéristiques du vendeur à cette allure-là. Quand le vendeur ne tient pas beaucoup à l'objet, la probabilité 1, quand il tient à l'objet, la probabilité se met à décroître jusqu'à 1,5. Vous voyez, ben c'est très symétrique par rapport à ce qui se passe pour l'acheteur et le vendeur. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut lui donner en espérance de transfert pour lui lorsqu'il va dire θ ? Ben, c'est la même chose. J'ai la contrainte d'incitation. La contrainte d'incitation, elle a à peu près la même forme qu'ici. Et vous avez toujours un quart de θ2 qui va apparaître lorsqu'on intègre. Hein. Et en fait, ce qu'il faut lui donner a nécessairement cette allure-là, une constante près. Hein, c'est-à-dire que ça va être constant. Le transfert qu'on lui fait doit être constant entre 0 et 1, parce qu'à ce moment-là, à nouveau, il tricherait de façon évidente. Hein. Et ensuite, il doit décroître selon la forme de cette courbe-là, hein, qui n'est d'ailleurs que le symétrique de la courbe que j'avais en un quart de θ2 que j'avais tout à l'heure. Donc, maintenant, il va y avoir aussi une contrainte de participation. Quelle est la contrainte de participation ? Ben, je dis que quand le vendeur est en 2, il doit recevoir plus de 1 de transfert. On fait imaginer que je sois le vendeur, que la vraie valeur pour moi de l'objet, c'est 2. C'est-à-dire l'objet a vraiment beaucoup de valeur pour moi. C'est le maximum de valeur. Je le perds, lorsque je dis la vérité, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je le perds avec probabilité 1,5. Donc qu'est-ce que je perds en espérant ? Je perds 1. Hein. L'objet n'est pas échangé, je perds rien du tout, bien entendu. Je perds 1. Combien je vais payer en espérance là-dedans, c'est pour être incité ? Je ne peux pas accepter de payer plus d'1, parce que sinon, quand j'aurai cette valeur de l'objet, je vais refuser de vendre, bien entendu.
Donc il faut que le T de V2, qui est l'espérance du vendeur lorsqu'il a une caractéristique 2, il faut que l'espérance du gain que je lui donne soit supérieure à 1. C'est-à-dire soit plus grand que ça. Alors, s'il n'y avait pas ces contraintes de participation, les fonctions que j'ai ici, alors celle-là c'est une fonction de θ du vendeur, l'autre c'est une fonction de θ de l'acheteur, mais je pourrais m'arranger pour reconstruire une forme réduite qui soit compatible avec cette forme, une forme extensive, une forme développée, qui soit compatible avec cette forme réduite. Je peux le faire, mais avec ça, j'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que c'est sur le dessin qui est là, va nous en convaincre. Parce que le dessin qui est là, il me dit à nouveau, quel est le transfert espéré? Ça, c'est le transfert espéré du vendeur en fonction de sa caractéristique, elle a cette allure-là. Ça, c'est le transfert espéré de l'acheteur en fonction de sa caractéristique, c'est-à-dire ce qu'il donne en moyenne lorsqu'il a cette caractéristique et qu'il est dans le jeu. Et, naturellement, celle-ci, je dois la mettre assez basse parce que je dois partir moins de 1,5, et celle-ci, je dois mettre assez haute parce que je dois partir à un niveau qui est supérieur à 1. Ben, ces deux contraintes, si j'étais pas obligé de partir en dessous de 1,5 et de partir en dessus de 1, j'arriverais à faire que l'air qu'il y a sous le transfert qui est ici et l'air qu'il y a sous le transfert qui soit ici soient égaux. Alors ça, c'est nécessaire. En espérance, ce que l'un donnera à l'autre, ex ante, ça doit être la même chose. Donc ça veut dire qu'il faudrait que l'air qu'il y a là-dessous et l'air qui est là-dessous, qui sont ici, soit identiques. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je suis obligé de partir de suffisamment haut et d'ici être suffisamment bas ici. Alors, c'est presque évident graphiquement, je pourrais vous donner la démonstration algébrique, simplement tient au fait que cet air-là, qui est juste au-dessus d'ici, et cet air qui est juste en dessous d'ici, sont égales, et sont inférieurs à la moitié de l'air qui est de ce rectangle. C'est assez trivial, donc c'est pas possible. Et c'est ça le théorème de Mayen-Satterthwaite. On ne peut pas trouver de mécanisme qui alloue efficacement l'objet et qui alloue efficacement l'objet. Alors c'est un mécanisme au sens mécanisme bayésien, c'est-à-dire les gens, il a une forme développée dans laquelle les gens sont incités à dire la vérité. Il y a un jeu direct révélateur qui le met en place. On ne peut pas le faire à cause de la contrainte de participation. Parce que si on met un mécanisme de ce genre, il y a des gens qui ne participeront pas à certains moments. Donc, Hayek contre Lang, 0-0. Planificateur sait pas faire, le marché non plus, parce que le marché, c'est un mécanisme qui est... donc, balle au centre. Alors, on va passer maintenant à un cas... Le problème, ces problèmes, vous voyez bien, c'est ce qu'avait dit Martin Helvig la dernière fois. Ce problème, il avait évoqué ce problème. Il avait dit que quand il y a de plus en plus d'agents, cette contrainte s'estompe. Pourquoi? Parce qu'on va jouer les uns contre les autres. S'il y a beaucoup de vendeurs, si le nombre d'acheteurs et de vendeurs s'accroît, d'une part, les contraintes de participation pourront être relativement variables entre acheteurs et vendeurs. Donc, l'intuition simple, c'est qu'en mettant plus de gens, ça devrait mieux se passer. L'analyse est en fait assez complexe, mais cette intuition simple est assez plausible, disons. Et donc, on va passer... Alors, je vais passer donc tous les cas intermédiaires pour passer au cas limite. Qu'est-ce que serait le cas limite? Alors, le cas limite, je ne vais pas le décrire de façon très approfondie. Le cas limite, ce serait... Il y a un continu d'agents. Alors, je les appelle plus acheteurs et vendeurs, c'est un continu d'agents dans un monde où il y a N biens à échanger. C'est dans un modèle walrasien où les gens échangent, ils sont tout petits par rapport à la société et ils échangent entre eux. Et on veut voir comment ils pourraient parvenir à un échange efficace. Donc, il y a un continu d'agents infinitésimaux, ils sont tous très petits. Ils ont alors, dans le monde que je décris, pour que ça ressemble plus à Hayek contre Lang, je devrais introduire des entreprises, dire que les θ de I, c'est les paramètres qui décrivent les possibilités de production des entreprises. C'est ça, le débat sur la planification, c'est évidemment autour des entreprises. Là, je le fais avec des consommateurs.
pour rester dans le même cadre que tout à l'heure. Hein. Donc ils ont des préférences qu'on ne connaît pas, que le centre ne connaît pas, qu'eux connaissent, et qui sont complètement décrites par ce que j'appelle θ de i, qui est aussi compliqué que vous voulez. C'est un nombre ou un vecteur à une infinité de dimensions, tout ce que vous voulez. Mais je fais l'hypothèse que, donc vous êtes cette économie d'agents nombreux, je fais l'hypothèse que la distribution, moi, appelez-moi le planificateur pour l'instant, je connais la distribution de θ de i, c'est-à-dire je sais la proportion des gens dont les préférences sont de tel type. Ça peut être extrêmement compliqué, mais je le connais. Et donc, c'est une économie d'échange. Alors, la question que je me pose, c'est, je voudrais concrétiser, c'est-à-dire mettre en place, de même que tout à l'heure je voulais mettre en place l'échange efficace, l'équivalent ici, c'est de mettre en place l'échange le plus efficace en un certain sens, qui est l'équilibre concurrentiel walrasien. L'équilibre concurrentiel walrasien, c'est l'échange qui épuise les gains à l'échange à partir de la situation initiale. C'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est un de ceux qui épuise les gains à l'échange par mesure. Alors, je dis c'est pas compliqué dans cette économie. Curieusement, là on vient d'un monde qui est extrêmement simple, où il était extrêmement compliqué de comprendre ce qui se passe. Là j'arrive à un monde beaucoup plus compliqué, mais il est extrêmement simple de comprendre ce qui se passe et de voir comment je peux obtenir l'information. Pourquoi? La règle du jeu, je vais dire simplement, monsieur I, je vais vous donner un panier de consommation, enfin, ou non pas panier de consommation, c'est un vecteur d'échange. Je vais vous donner un vecteur d'échange, ça veut dire qu'il y a des biens que je donne positivement, des biens que vous avez à offrir, hein, c'est un échange. Donc je vous donne un vecteur de transaction qui va dépendre de qui vous me dites que vous êtes, θ de i, de ce que me disent les autres, hein, tous les gens dans la société, et ce vecteur, je le construis de la façon suivante. Ce vecteur, simplement, le meilleur choix de monsieur θ de i, le vrai meilleur choix de monsieur, s'il est vraiment θ de i, lorsque le système de prix est P, alors que j'autorise à dépendre de l'ensemble des réponses de tous les agents, hein. Donc c'est le meilleur choix de monsieur θ de i lorsque le système de prix est P du produit de θ de i, est un prix qui dépend de ce que vous m'avez annoncé. C'est votre meilleur choix. C'est-à-dire, si vous aviez ce prix en face de vous, vous choisiriez ce vecteur. Ou P, alors justement je vais définir ce qu'est P, simplement le prix d'équilibre walrasien dont l'économie, dont les préférences seraient données par l'ensemble des θ de i qui me sont annoncés. Alors, je suis assez malin, puisque je suis capable, à partir de l'annonce des préférences, de calculer les prix d'équilibre walrasien. C'est assez douteux, hein, dans la réalité, mais formellement, il n'y a pas de difficulté. Alors, dans ce monde, vous n'avez pas intérêt à mentir. Pourquoi? Vous ne pouvez pas influencer P de produit de θ de i, c'est-à-dire que vous êtes tout petit, ce que vous allez dire ne va pas avoir une influence. Donc, on verra si ça tient dans une économie où il y a un nombre grand d'agents, mais enfin, grosso modo, ici, dans la limite, vous n'avez pas intérêt à mentir sur cette partie de votre annonce. Hein. Enfin, pour l'effet de votre annonce sur cette partie, puisque ça va pas changer vraiment les prix. Est-ce que vous pourriez mentir sur θ de i? Bien sûr, vous pouvez mentir sur θ de i autant que vous voulez. Mais alors là, vous allez totalement contre vos intérêts, puisque en montant sur θ de i, vous obtiendrez un panier de transactions qui n'est pas le meilleur pour vous. Donc vous avez intérêt à dire la vérité. Vous avez fortement intérêt à dire la vérité, bien sûr, ici. Parce que même si vous pouviez influencer un peu le prix, hein, vous avez fortement intérêt à dire la vérité. Tout le monde a fortement intérêt à dire la vérité. La vérité est stratégie dominante. Donc c'est presque trop simple. Alors, naturellement, la question... Maintenant, si on regarde les choses de façon un peu plus sérieuse du point de vue théorique, hein, ce que j'ai appelé P dépendant de l'ensemble des préférences des agents, c'est une fonction qui peut être très compliquée. En particulier, elle peut être discontinue. Il peut y avoir ce qu'on appelle le graphe de la correspondance de Walras. L'année où j'avais traité de l'équilibre concurrentiel walrasien, vous vous rappelez peut-être que certains d'entre vous étaient là, donc ça rappelle les choses un peu compliquées que j'avais dit là-dessus. Donc ça peut être discontinu. Alors, évidemment, il y a des problèmes et quand c'est discontinu, il faut évidemment que je choisisse un des prix.
Et quand c'est discontinu, il y a des petits problèmes dans le point de discontinuité. En particulier lorsque je passe de l'économie où il y a un continu d'agents, où tout se passe bien, à une économie dans laquelle il y en a un grand nombre, où tout se passe pas complètement bien, parce qu'il y a des petits chouillas de ressources qui me manquent à la fin. Et alors, donc les problèmes de continuité avec les économies à agents nombreux sont résolubles, mais avec des bémols au point où la discontinuité d'existence se produit. Bémol que je ne vais pas mettre en musique plus longtemps. Mais par ailleurs, ce que j'ai dit ici, il y a un point qui pourrait que vous auriez pu remarquer, c'est que ce mécanisme, j'ai dit, je connais la distribution, mais je n'ai pas à la connaître. Si je suis capable d'écrire, de mettre en place ce mécanisme, c'est-à-dire d'écrire exactement ce qu'il fait demander aux gens, j'apprendrai la distribution. Parce que le prix d'équilibre va dépendre de la distribution annoncée. Ça étend le mécanisme, donc j'ai absolument pas besoin de connaître la distribution pour mettre en place l'équilibre walrasien en ce moment. Alors, Hayek, Lang. Alors, ce que je viens de dire n'implique pas que le planificateur ne peut faire ce que le marché fait, puisque le point de vue que j'ai pris, c'est toujours dans cette théorie des incitations, je prends le point de vue d'un planificateur, d'une certaine manière. Ce que je vais raconter en disant c'est l'équilibre de marché, c'est une histoire que je bâtis autour d'un planificateur qui mettrait en place ce mécanisme. Mais malgré tout, ce que dit ce résultat, c'est que pour faire ce que le marché fait, il doit mimer le marché. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il doit trouver les prix d'équilibre du marché. Alors, il pourrait l'obtenir à partir des annonces des gens, mais on ne croit quand même pas tout à fait à cette histoire. Et en fait, ce que dit aussi ce résultat, c'est que le mimé est peu accessible au planificateur, sauf à mettre le marché en place. L'idée qu'il y a derrière le marché, c'est qu'il va trouver les prix d'équilibre automatiquement. Alors que le planificateur fait aussi bien, mais on ne sait pas si pour mettre concrètement en place ce mécanisme, il ne sera pas obligé de mettre concrètement en place un marché. Donc les mérites du marché, alors là je reviens à Hayek, c'est de faire automatiquement les choses. Il y a quand même des problèmes sérieux derrière ça. Est-ce que le marché fait ça si automatiquement, c'est-à-dire l'idée que le marché trouve les prix d'équilibre, ça c'est pas vrai, on sait bien. Il y a des cas où on peut se demander s'il y a la moindre chance qu'il les trouve, ou en tout cas il faut essayer de réfléchir à la difficulté qu'il y a à trouver les prix d'équilibre. Et encore, je parle d'équilibre statique, je ne parle pas d'équilibre avec des anticipations rationnelles, etc. Donc l'émergence des prix d'équilibre est-elle si facile ? Donc l'avantage que donne cet énoncé Hayek est quand même moins net qu'il n'y paraît. Ça mène à un point que je vais alors aussi aborder, donc je vais terminer en passant en revue assez rapidement deux points. C'est le problème de redistribution. Parce que le problème, là, ce que j'ai vu, c'est le problème d'allocation. C'est comment allouer efficacement. Alors, c'est un objet, c'est une série de biens. Je prends le problème de leur distribution. Alors, le problème de la distribution, on peut repartir de l'équilibre walrasien. Le marché sans redistribution, quand il fonctionne aussi bien il fonctionne assez bien pour mettre en place l'équilibre concurrentiel walrasien. Et à nouveau, Walras était très préoccupé par la capacité réelle des marchés à faire émerger son équilibre. C'est des histoires de tâtonnement et tout ça. Mais le marché a de bonnes propriétés incitatives et de bonnes propriétés d'efficacité. Bonne propriété d'efficacité, c'est connu. Il conduit à des solutions qui épuisent les gains d'échange, qui sont efficaces au sens de Pareto. Et il a de bonnes propriétés incitatives, c'est ce qu'on vient de démontrer. Et c'est pas difficile à démontrer par ailleurs. Et c'est pas du tout surprenant. Mais même si du moins si sa capacité à faire émerger les prix d'équilibre est suffisamment avérée. Et je répète ce que j'ai dit, vaste problème. Maintenant, dans le monde simple dans lequel on présente la théorie standard de l'équilibre général, de l'allocation des ressources, etc., dans le monde du premier rang, l'optimum social n'est pas l'équilibre walrasien en général. C'est-à-dire quand on prend le point de vue, cette fois, derrière le voile de l'ignorance, on ramène Bentham ou Rawls dans le paysage pour savoir ce qu'on aimerait. L'équilibre walrasien n'est pas l'optimum social. L'optimum social est un équilibre avec redistribution. C'est le fameux second théorème de l'économie du bien-être. Donc l'optimum social de la théorie du premier rang constitue un équilibre avec transfert. Donc la question
Alors je reviens à mon point de vue de planificateur, hein, qui je veux mettre en place l'optimum social. Je vois l'intérêt qu'il y a à utiliser les mécanismes de marché à cause de ce qu'on vient de dire ici, mais maintenant je voudrais aussi mettre en place les transferts. Ben, la question, c'est que les transferts associés à l'optimum social de la théorie standard sont évidemment peuvent pas être concrétisés. Il n'y a aucun mécanisme qui permettra, parce que c'est les transferts, c'est-à-dire qui consiste à prendre de l'argent à des gens et à les donner à d'autres. Donc on ne peut sûrement pas les mettre en place de manière incitative, c'est un point que je pourrais développer, il y a beaucoup d'histoires qui illustrent bien ceci de façon assez simple et assez profonde. Hein. Alors comment penser le problème ? Comment penser le problème de la distribution ? Alors je vais vous donner quelque chose qui permet de penser le problème de la distribution. Ça s'appelle le principe de taxation. Principe de taxation sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de faire une théorie de la fiscalité, c'est-à-dire de voir ce qu'on peut faire avec des systèmes fiscaux réels et quels sont les systèmes fiscaux les plus efficaces, compte tenu des problèmes d'information qu'il y a derrière. Alors, soit un problème d'allocation dans un espace à deux dimensions. Je mets R2, hein, c'est même R2+. Hein. Et je veux donner, dans ce problème, mon problème c'est de donner petit x et petit y à monsieur I. Hein, et ce que je voudrais lui donner, ça dépend de qui il est, θ de I, et ça dépend de ce que sont les autres. Hein. Donc ce que je veux mettre en place, c'est quelque chose qui est dans R2, qui dépend de qui il est, dépend de ce que sont les autres. Alors, a priori, je ne sais pas ce que je peux faire. Hein. En général, je dirais il y a des contraintes sur la relation entre le total des X attribués et le total des Y attribués ou fournis. Par exemple, je peux lui demander de donner des biens et en contrepartie de donner du travail. Hein, et au total, je voudrais que la somme que le travail qui est fourni soit suffisant pour produire les biens qui sont fournis, par exemple. Hein, c'est quelque chose de genre. Maintenant, je vais prendre un continu d'agents dont la distribution est connue, comme tout à l'heure. Hein, je me mets dans le cas, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais la distribution. Hein, je sais chez vous, il y a 10% de gens qui ont un θ compris entre 1 et 2, etc., ou qui ont un θ de temps, etc. Non. Et dans ce monde, je dis, il y a une chose assez simple, hein, c'est que tout mécanisme incitatif en stratégie dominante, c'est plus compliqué en âge bayésien, et anonyme en deux sens, que je ne vais pas expliciter, s'obtient comme xy de θ de i pi de θ de j égale argmax de u de θ de i de xy appartenant à grand B, où B est un sous-ensemble de R2. Je dis ça de façon plus simple, hein, c'est qu'un mécanisme incitatif dans ce monde où je me limite malgré tout à des mécanismes anonymes. C'est-à-dire je ne fais pas dépendre ce que vous obtenez de votre nom, mais uniquement de votre caractéristique. Le fait que vous ayez un nom qui commence par C ou D, ou etc. ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que dit ce principe? C'est que s'il y avait un mécanisme, il y a nécessairement un ensemble, dans R2, par exemple cet ensemble-là, tel que ce que vous donnez à monsieur θ de i est simplement le mieux qu'il peut faire sur cet ensemble quand il est vraiment θ de i. Et alors cet ensemble, en général, dépendra de ce qu'annoncent les autres, mais ici, je connais la distribution, cet ensemble est complètement fixé. Ça s'appelle le principe de taxation. C'est quelque chose que j'avais utilisé et développé conjointement avec Peter Hammond pour réfléchir sur les problèmes un peu fondamentaux de la fiscalité, en particulier de la fiscalité sur les biens et la fiscalité sur les revenus. Donc ça, c'est une introduction à quelque chose qui s'appelle un petit peu la théorie de la redistribution. Qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à quel point les limites de la redistribution. Alors, on étudie évidemment sous des hypothèses un petit peu schématiques, mais qui nous permettent de comprendre mieux un certain nombre de choses sur les problèmes les plus chauds de nos sociétés, qui sont bien sûr ceux-là. Alors, un problème particulier, je vais maintenant donner un coup de projecteur sur un dernier point qui est dans la catégorie bien collectif. Mais je vais prendre le cas, je donne ce coup de projecteur parce que j'utiliserai un petit peu ce résultat lorsque je vais vous parler de Kyoto, de l'économie de l'effet de serre, etc. Donc je voudrais que vous connaissiez ce résultat parce que je vais le commenter littérairement, mais si je le commente littérairement sans l'avoir expliqué, ce sera quand même pas très facile. Donc j'ai un problème. X, c'est une variable. Alors ça va être un bien collectif. X, c'est le
le niveau de la dépollution. C'est la quantité d'actions de dépollution qui sont mises en place dans la société. C'est un bien collectif. La pollution est un mal collectif. B de x, c'est la valeur sociale. Je suppose que je connais la valeur sociale. Je connais la valeur pour la société de dépolluer de petit x, et qui s'accroît avec petit x, c'est une fonction croissante. C de x θ, c'est le coût. Le coût donc le coût de dépollution dépend de la quantité de dépollution, il va s'accroître avec la quantité de dépollution, et il dépend d'un paramètre θ qui est information privée du pollueur, ou des pollueurs. Donc θ est information privée. On est vraiment dans un problème de bien collectif, même si j'ai changé un peu le nom. C'est une externalité, c'est un mal collectif, etc., etc. Donc on peut faire, dans ce problème de bien collectif, on ne s'intéresse pas tellement aux transferts qui vont être faits entre le centre et la périphérie, entre le planificateur et le pollueur, on l'oublie pour l'instant. Il y a des moyens de restaurer l'optimum de premier rang. Ça consiste à mettre en mécanisme de Groves. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de Groves? Ce qu'on a vu de façon assez abstraite et générale. Alors, le mécanisme de Groves, s'il y a un seul pollueur, c'est très simple. On lui fait payer une taxe T de x qui est égale à K moins B de x. C'est-à-dire qui sera d'autant plus faible qu'il dépollue beaucoup. Et à ce moment-là, quel est son problème? Si j'oublie le problème qu'il faudra quand même que je laisse en fonctionnement, que son profit reste positif, vraisemblablement, sinon il s'en ira. Quel est son problème? À une constante près, c'est de maximiser B de x moins C de x et de θ. Puisque je lui donne une taxe, etc. Bon. Puisque la taxe intervient négativement, donc vous avez plus B de x. Et ça, c'est le problème social. Donc je lui donne le problème social. C'est l'idée des mécanismes de Groves. Pas compliqué. Et ça conduit à l'optimum social. Beaucoup de questions derrière, on le verra lorsqu'on parlera du marché européen des quotas et du traitement de l'attribution des quotas gratuits. Il y a des problèmes que j'oublie, mais ici, il serait facile à résoudre, en tout cas dans le cas de ce... Alors maintenant, s'il y a plusieurs pollueurs, mais il y a toujours un mécanisme de Groves. Normalement, on sait toujours faire. Pourquoi? J'appelle x la somme des x de i, les i, c'est les pollueurs. Quel est le problème social? C'est maximiser de b la somme des dépollutions de chacun des pollueurs, moins la somme des coûts de dépollution de chacun des pollueurs. Je veux maximiser la somme du bénéfice moins des coûts, je leur mets le même poids, je suis dans un cadre extrêmement simple. Est-ce qu'on peut faire ça de façon décentralisée? Oui, c'est le mécanisme de Groves. Alors ça ne veut pas dire que c'est... Il suffit de donner comme taxe K moins B de x étoile de θ de i, θ de moins i, moins sigma sur i différent de j, quand je mets moins i, c'est-à-dire sur i différent de j, de c de x étoile de j et de θ de j, il manque un θ, oui, non, de x étoile de j et de θ de j, virgule θ de j. L'idée, c'est de donner à chacun des agents, je pense que c'est écrit correctement, mais je ne vais pas vérifier un peu, d'ailleurs, où x étoile, c'est ce que monsieur I doit dépolluer lorsqu'il est θ de i, que les autres sont θ de moins i, de façon optimale, et les autres est plus sigma de ce que les autres doivent faire lorsqu'ils sont θ de j, que lui est θ de i, et que les autres sont, qui sont ni i ni j, sont θ de moins i moins j. Donc je pense que c'est écrit correctement. Donc en toute rigueur, je peux donner cette taxe, l'annoncer à chacun, que ce qu'il paiera, c'est égal à cette fonction qui dépend de son annonce et qui dépend de l'annonce des autres. Et ça a été fait si bien que miraculeusement, les gens ont tous intérêt à me dire la vérité. Mécanisme de Groves. Naturellement, on ne connaît pas dans le monde réel des mécanismes qui ressemblent à ça. Il n'y a pas de mécanisme de Groves dans le monde réel. Il y a probablement des raisons profondes sur lesquelles je ne vais pas insister, mais d'une part, il faut d'abord le faire comprendre. Il faudra le faire comprendre aux participants. C'est pas gagné. Le problème de la politique climatique, 60% des problèmes sont liés à la compréhension, soit par le public, soit par les politiques, soit par les juristes des problèmes. Mais je vais vous montrer deux cas limites dans lesquels on peut approximer la solution optimale. Ce que je vais appeler les mécanismes de quantité et les mécanismes de prix. Alors, le premier cas est assez trivial. B de x est linéaire, c'est-à-dire que le gain
que vous avez à dépolluer s'accroît avec la quantité que vous dépolluez, s'accroît linéairement. Donc ça veut dire que B', la valeur marginale de la dépollution, est toujours constante. Et donc la politique optimale, que j'obtiendrai avec mon mécanisme de Groves parfaitement compliqué, mais elle est extrêmement simple, simplement à prendre B', doit être égal à C' de x θ de i. Alors B' lui dépend de tous les x i, mais ça doit être égal à ça. Non, en général, il dépend de tous les xi. Ici, c'est une constante, c'est un nombre. B' doit être égal à C' de xi θ de i, c'est-à-dire que chacun doit dépolluer jusqu'au moment où son coût de dépollution est supérieur au bénéfice marginal pour la société, qui est ma fonction objective. Comment faire qu'il le fasse? C'est très simple. Il suffit que je mette une taxe B', constante, une taxe sur la pollution, constante, une taxe linéaire, et puis que je l'annonce. Ce qu'il va choisir, c'est ça. Il va choisir un point où son coût marginal est égal à la taxe, parce qu'au-dessus, il n'a pas intérêt à dépolluer, en dessous, il a intérêt à dépolluer. Ça s'appelle une politique de prix. Maintenant, je vais vous décrire un autre cas où on arrive à obtenir ce qu'est exactement le mécanisme de Groves, c'est-à-dire le bien-être social maximal, qui est un mécanisme de Groves dégénéré, c'est quand il y a un effet seuil. L'effet seuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B' devient très négatif pour une valeur x0. Grosso modo, si vous avez un polluant qui est dangereux à partir d'une certaine zone, vous avez un effet seuil. Tant que vous êtes au-dessous de la zone, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et quand vous arrivez à cette zone, ça devient très grave. Puis après, ça reste constamment grave. Donc il y a un effet de seuil. Je dis à ce moment-là, il y a une manière de procéder qui va exactement mimer ce que ferait mon mécanisme de Groves, et qui est quand même relativement simple. Ça consiste à prendre un marché de droit. C'est-à-dire, je vais allouer aux entreprises qui sont là, d'une manière que je ne précise pas, d'ailleurs, il y a un problème distributif entre les entreprises, je vais leur allouer des droits totaux, x0 moins epsilon, c'est-à-dire mon effet de seuil, un petit peu moins pour que je n'arrive pas à l'effet de seuil. Et puis je vais les laisser échanger ces droits. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, dans une logique concurrentielle, il va avoir un prix de ces droits qui va émerger, que je ne sais pas qui va dépendre de beaucoup de choses, qui va dépendre du seuil, etc., des caractéristiques des entreprises. Et naturellement, les entreprises seront telles que C' de x étoile de i θ de i égale P de 0. Elles agiront sur ce marché de telle sorte que elles vendent ou elles achètent des droits selon que leur coût marginal est supérieur au prix de ces droits ou pas. Et ça, c'est les conditions de l'optimum. C'est les conditions de l'optimum, puisque ça conduit la société, entre guillemets, que je suis en train de considérer, à choisir le niveau de pollution qui est optimal, et donc, etc. Donc, ça s'appelle une politique de quantité. Alors, ces deux cas limites. Alors, entre les deux, je devrais mettre en place ces mécanismes compliqués, que j'appelle ces mécanismes de Groves. Je ne sais pas très bien le faire, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas bien. Alors, à ce moment-là, dans les cas intermédiaires, ni la politique de prix, ni la politique de quantité sont optimales. Ce que je voudrais vous montrer, je termine avec ces deux derniers graphiques. Ça vient progressivement, non. Premier cas, ce que je voudrais vous montrer, c'est si là, le bénéfice marginal, au lieu d'être constant, est peu variable. Le bénéfice marginal. Alors là, je mets le prix. Là, je mets la quantité. Alors, je l'appelle Q, je l'appelais X tout à l'heure, changement de notation. Donc, je mets les prix en ordonnée. Je suis marshallien et pas walrasien. Je mets les quantités en abscisse. Et je suppose que le bénéfice marginal est donné par cette courbe. C'est-à-dire que si vous êtes... non, ça c'est la quantité de dépollution, c'est ça. Si vous dépolluez peu, vous avez ce bénéfice marginal, puis ce bénéfice marginal, lorsque vous dépolluez beaucoup, baisse, mais pas beaucoup. Il n'est pas constant comme ceci. Maintenant, le pollueur, là je vais revenir au cas où il y en a un seul, mais s'il y en avait beaucoup, ça c'est exactement le même raisonnement. Le pollueur, il a des courbes de coûts marginaux qui sont soit ça. Alors quand c'est comme ça, ça veut dire que vous voyez que ce coût marginal est élevé. C'est-à-dire même si je dépollue peu, j'ai des coûts marginaux élevés. Par exemple, pour dépolluer ceci, j'ai déjà ceci comme coût. Ou il est ceci, sa courbe de coût marginal est comme ça veut dire qu'il est très efficace.
Il est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que pour dépolluer cette quantité-là, beaucoup plus grande, hein, ça revient au même coût. Avec le même coût marginal, il peut aller beaucoup plus loin dans la dépollution. Donc il est soit inefficace, soit efficace. Imaginons que je lui mette une taxe. Quelle va être la bonne taxe? Là, intuitivement, la bonne taxe, ça va être celle-ci. Alors d'abord, ça va être quelque chose qui va faire que je prends en quelque sorte ce que serait la bonne taxe si j'avais l'espérance de son coût, s'il y avait comme coût marginal l'espérance des deux coûts marginaux ici, hein, avec ma courbe de bénéfice. C'est-à-dire, je prends comme taxe P étoile, qui est telle qu'il est à l'intersection de cette courbe-là et de la moyenne de ces deux courbes-là. C'est ce que je ferais si je ne savais pas qui il était, je considérais qu'il était sûrement la moyenne. Mais avec ce prix, est-ce que je me trompe beaucoup? Ce n'est pas le mécanisme optimal à nouveau. Est-ce que je me trompe beaucoup? Avec ça, dans le cas où il est peu efficace, il va dépolluer cette quantité-là, au lieu de faire ceci. Je me trompe un petit peu, mais pas beaucoup. Dans le cas où il est très efficace, il va dépolluer un petit peu moins que ce qu'il devrait faire, mais pas beaucoup. Donc je ne me suis pas beaucoup trompé. Hein. La politique de prix, quand je ne suis pas loin des courbes de bénéfice marginal constantes, la politique de prix n'est pas mauvaise, elle est presque optimale, elle n'est pas très loin d'être optimale. Alors on va voir le cas inverse, c'est le cas dans la politique de quantité est optimale. Alors quand la politique de quantité est optimale, premier cas, je mets l'effet seuil ici. Imaginons que l'effet seuil soit ici. C'est-à-dire qu'il faut dépolluer au moins Q étoile, sinon ça va très mal. Donc l'utilité le bénéfice marginal décroît quand on va au-delà de Q étoile, puis après ça n'a plus aucune importance. Là, vous voyez que la politique de quantité, ça consiste évidemment, va conduire les pollueurs et va conduire toujours à dépolluer Q étoile, mais avec des coûts qui sont, eux, variables selon la situation. Maintenant, imaginons que cette courbe, au lieu d'être verticale, soit pas loin d'être verticale, enfin, soit proche de verticale. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a des erreurs. Hein. La politique de quantité va faire que je vais dépolluer Q étoile, alors que dans le mauvais cas, je devrais dépolluer moins. Et que je vais dépolluer Q ici, alors que je devrais dépolluer moins. Donc la politique de quantité, dans ce cas-là, n'est pas optimale, mais elle est d'autant moins optimale qu'on est loin de la limite. Hein. Et donc la comparaison générale est connue. Hein. On sait dans le cas, elle repose sur cette intuition. On peut donner des formules sur la variance des coûts, etc., qui permettent en quelque sorte de quantifier un petit peu cette analyse. Hein. Mais la philosophie est qu'il y a deux cas polaires, on utilise les taxes, on utilise le marché de droit. Et ces deux cas polaires correspondent à des situations économiquement différentes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je suis passé un peu vite là-dessus. Juste pour conclure, avant qu'on passe donc à la deuxième partie du cours, là où je vais vous parler de politique climatique, hein, et en particulier d'évaluation économique des politiques climatiques, ce que je vais faire aujourd'hui. Hein. Donc la conclusion provisoire, encore une fois, j'y repasserai au moins une demi-heure à la dernière séance de juin. C'est qu'on a parcouru quand même un vaste panorama. J'espère qu'il était agréable et suffisamment ensoleillé ou éclairé. Hein. On a parlé, on a conversé avec des gens intéressants, Condorcet et Bentham dans le passé, Arrow et Rawls dans le présent. Les leçons, une première leçon qu'on avait vue au tout début, c'est qu'il y a vraiment une relation entre le problème du choix social, l'agrégation des préférences que se posait Condorcet au moment de la Révolution, hein, et le problème de l'extraction d'informations. Ça n'a pas l'air d'être le même problème, mais d'une certaine manière, c'est un peu le même problème. Deuxième leçon, il y a une impossibilité générale, dans un cas comme dans l'autre, mais quand on regarde les situations de plus près, on voit apparaître beaucoup de possibilités particulières, ou beaucoup de manières de réfléchir plus avant sur ces problèmes de transmission d'informations. Alors, en particulier, une dimension. Alors, il y a deux choses pour trouver des possibilités particulières. Il y a, d'une part, à revenir sur la logique informationnelle des interactions. Au début, on est par les stratégies éminentes, c'est-à-dire on est dans un monde où les gens ne savent pas qui sont les autres,
en tout cas on peut faire ça n'a pas d'importance, les connaissances qu'ils ont des autres n'ont aucune importance, à des mondes où ils ont des connaissances statistiques des autres qui sont utilisées, voire à des mondes dans lesquels ils ont des connaissances spécifiques des autres, exactes, hein, c'est ce qu'on a appelé la concrétisation en H ou en H parfait, qui permettent d'ailleurs d'obtenir des miracles informationnels d'une certaine manière, dont on a questionné la robustesse par ailleurs. Ça dépend aussi des catégories de problèmes. Biens privés, ce n'est pas comme les biens collectifs. Il y a des structures différentes. Je reviendrai un peu sur les biens collectifs. Le problème d'efficacité, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas comme les problèmes de redistribution. Donc, voilà. La suite sera pour l'an prochain, mis à part la dernière séance cette année. Je parlerai de l'État et le marché, problème de fiscalité et d'assurance sociale. On va parler d'environnement cette année. Bien, je vous remercie pour l'instant et on repart dans 5 minutes.